Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine dans ce podcast, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est tout simplement Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus inédits à propos d'argent, des partages personnels et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Je ne vous ai pas parlé de budget depuis très longtemps. On pourrait d'ailleurs croire que j'ai totalement arrêté de m'en servir. Bien au contraire, plus je gagne d'argent, plus j'utilise mon budget, ou plutôt d'ailleurs mes budgets. Si vous ne le saviez pas encore, je vous le dis, le budget a littéralement changé ma vie. Et pourtant, tant de gens le trouvent parfaitement inutile. Et moi, je trouve que c'est pas si étonnant que ça, parce que la plupart des gens font des budgets parfaitement inutiles quand ils en font. Je me suis dit qu'il était donc temps que je repartage avec vous les fondamentaux d'un vrai budget, un qui sert vos intérêts et vos ambitions à court, moyen et long terme, et qui n'est pas vécu comme quelque chose de punitif ou de restrictif. Budgéter, c'est donc l'art d'aligner ses dépenses avec ses objectifs de vie. Je répète parce que c'est important, budgéter, c'est l'art d'aligner ses dépenses avec ses objectifs de vie. Je n'ai pas dit que c'était l'art de faire des économies ou l'art de planifier quoi que ce soit, ni même l'art de se serrer la ceinture. Qu'est-ce que c'est alors et qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais partager avec vous quelques règles de base, quelques principes qui rendent le budget parfaitement utile, parfaitement performant et qui est susceptible aussi de changer votre vie. Et le principe numéro 1, c'est que le budget est fait pour décider où va aller notre argent dans le futur, plutôt que de constater a posteriori où il est allé. Reprenons les bases. Pour la plupart d'entre nous, on reçoit un salaire, tous les mois ou pas, ça n'a pas d'importance. Cet argent va servir à financer nos dépenses courantes, qu'elles soient fixes ou variables, mais va aussi servir dans le futur pour des choses qui sont plus ou moins planifiées, comme les vacances d'été par exemple, le cadeau de mariage de ses parents, un week-end en amoureux, un futur mariage, l'éducation de ses enfants ou de ses futurs enfants, et même la retraite. Et l'argent qu'on gagne va aussi servir à faire face à quelques imprévus, comme le remplacement de la chaudière, des pannes de voiture, un décès ou l'augmentation du prix de l'énergie, etc., etc. Je pourrais trouver des exemples pendant très longtemps. Sachant que, je précise, la plupart des imprévus auxquels je fais référence ne sont pas vraiment d'ailleurs. Il y a tellement de paramètres que notre cerveau humain n'est pas capable de gérer toutes ces données. Je voudrais que ce soit très clair. Le cerveau humain n'est pas capable de gérer toutes ces données. Ce que je veux dire par là, c'est que vous, moi, tout le monde, nous ne sommes pas capables de se dire à un instant T ce qu'il faudrait épargner en théorie ce mois-ci pour pouvoir partir en vacances dans 6 mois, payer le judo des enfants dans 8 mois, continuer à se constituer un apport pour devenir propriétaire cette année, l'année d'après ou éventuellement en 2025, commencer à faire une cagnotte pour le jour où on décidera de se marier, commencer à prévoir les travaux de la toiture pour dans 5 ou 10 ans, faire face à des nouvelles augmentations d'essence, prévoir le tour du monde qu'on veut faire en famille dans 5 ans, etc., 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 etc. Il y a trop de données d'entrée pour notre cerveau. Trop de facteurs, trop de montants différents, trop de temporalités différentes. Comment voulez-vous que notre cerveau sache en tirer une information fiable qui nous permettrait à l'instant T de mettre de côté le bon volume d'argent et donc de pouvoir se permettre de dépenser le reste ? Face à ce manque de données, on va dire fiables, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va prendre des décisions d'allocation financière sur la base de nos émotions. Toutes sortes d'émotions.
D'abord nos peurs, la peur de manquer, la peur de passer à côté de quelque chose, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être accepté par son entourage ou par d'autres personnes. Mais aussi d'autres émotions comme l'ennui, l'excitation, le besoin de récompense, la tristesse, la colère, la joie, etc., etc., etc. Et on fait du mieux qu'on peut, tous autant qu'on est. Parce que quand on vient de passer une sale journée et qu'on aimerait bien se faire plaisir avec un bon restaurant, mais qu'en parallèle, on sait que cet argent, on le sait, qui serait mieux utilisé pour combler peut-être un découvert, ou pour faire grossir son épargne tout simplement, ou pour anticiper une dépense peut-être bien précise, quelque chose qu'on veut acheter, c'est une véritable bataille interne qu'il faut livrer entre nos différentes émotions. Et qui va l'emporter? Eh bien ça dépend de chacun d'entre nous. Ce que je constate moi, c'est que souvent, on se prive soi-même du pouvoir de décider en pleine conscience où on aimerait que notre argent aille à court, moyen et long terme, et on laisse les circonstances, les envies, les émotions guider ses choix. Et ensuite, on se dit, mais où est passé mon argent ? Je n'ai pourtant pas l'impression de faire des folies et malgré mes augmentations de revenus, l'épargne et les projets sont au point mort. C'est quand même dingue de se dire qu'on gagne notre argent, parfois durement, pour certains c'est pénible, pour certains c'est l'environnement de travail qui est pénible, pour certains c'est le nombre d'heures qu'on consacre à son travail qui est pénible, pour d'autres c'est les sacrifices qu'on fait sur sa santé, sur le stress ou sur le temps passé avec ses proches qui est pénible. Donc c'est quand même dingue de se dire qu'on fait tous ces choix-là pour gagner de l'argent, mais on néglige totalement de se demander qu'est-ce qu'on va en faire de cet argent. Qu'est-ce qu'on veut faire de cet argent? On a tous et toutes un outil hyper puissant entre les mains, l'argent. Que vais-je en faire? Est-ce que je veux m'offrir une vie de plaisir? Est-ce que je veux construire la maison de mes rêves? Est-ce que je veux réaliser le voyage, le rêve de voyage de mes enfants ou de mes parents? Est-ce que je veux m'offrir la possibilité de travailler moins ou peut-être plus du tout d'ailleurs? Est-ce que j'aimerais monter une entreprise? Est-ce que j'aimerais le faire seul? Est-ce que j'aimerais le faire en famille? Est-ce que j'aimerais travailler beaucoup, peu? Est-ce que je veux, quel type de vie, d'expérience de la vie j'aimerais faire? Quel type de retraite, quelle expérience de la retraite j'aimerais avoir? À quel type de situation est-ce que je ne veux pas être confrontée dans la vie? En répondant à ces questions, vous commencez à donner une véritable direction à votre argent, puisque vous donnez de fait une véritable direction à votre vie. Et peut-être que vous allez découvrir au passage que vous sécuriser en cas de séparation est une bien plus grosse priorité, par exemple, pour vous, dans votre vie, que de faire grossir votre garde-robe ou que d'aller dans de beaux endroits en vacances. Et pour faire ces choix et pour savoir en conscience que l'un est plus important que l'autre, que l'un est une bien plus grande priorité que l'autre, encore faut-il avoir posé un peu de conscience dessus, s'être posé des questions et y avoir apporté quelques réponses. En réalité, vous avez le choix. L'outil est là pour vous aider à faire ces choix. Le budget est là pour vous aider à faire ces choix, ces différents arbitrages. Sans budget, la prise de décision est quasiment 100% émotionnelle. Alors il est temps de voir le budget comme l'outil qui vous donne des super pouvoirs plutôt que l'outil qui vous prive de quelque chose. Ces super pouvoirs étant ceux de décider ce que vous voulez faire de votre vie et donc par voie de conséquence ce que vous voulez faire de votre argent et où est-ce que vous allez l'allouer. Il va sans dire que dans ce contexte-là, on oublie la gestion à vue d'œil de son compte en banque et qu'on se met enfin à décider réellement quelle direction on veut que notre vie prenne et donc quelle direction on veut que notre argent prenne. Notre argent étant un formidable outil pour diriger, pour donner une direction à ses ambitions. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Un vrai budget doit intégrer de manière exhaustive toutes les utilisations de notre argent. Un budget doit vous apporter de la clarté sur l'usage que vous devez et souhaitez faire de tout votre argent à court, moyen et long terme. Je dis bien l'usage que vous devez faire, mais aussi l'usage que vous souhaitez faire de votre argent à court, moyen et long terme.
Comment voulez-vous avoir de la clarté si vous avez une grosse poche d'épargne sans savoir exactement à quoi est censé servir cet argent? Comment voulez-vous savoir si les montants que vous avez épargnés sont suffisants pour financer par exemple à la fois vos projets futurs à court terme, à court, moyen et long terme, mais aussi les différents aléas de la vie dont la plupart sont d'ailleurs, comme je le disais, plus prévisibles qu'on ne le croit. Comment voulez-vous prendre les décisions les plus justes pour vous si vous êtes susceptible d'oublier la moitié de ce qui devrait apparaître dans un budget? Eh bien écoutez, c'est pourtant ce que je vois très couramment. Les gens font des budgets très simplifiés, approximatifs, dans les grandes lignes. Sauf qu'un budget dans les grandes lignes, comme je le disais en introduction, c'est un budget parfaitement inutile. Moi, ce que je vois, c'est par exemple des gens qui ne prennent en compte que les dépenses courantes. J'entends par là les dépenses qui ont une certaine récurrence, mensualisées ou mensualisables, qu'elles soient d'ailleurs nécessaires ou pas, c'est pas forcément des dépenses fixes ou obligatoires. Or, la moitié de nos dépenses, la moitié de ce qu'on dépense, ne sont pas des dépenses mensuelles. Je pense notamment à l'entretien de la voiture, aux différentes fêtes, soirées auxquelles on est invité, les mariages aussi, les rattrapages annuels d'impôts, d'élègues, de gaz, les fleurs qu'on achète pour fleurir notre balcon et notre jardin une fois par an, la cotisation au club de sport de la famille qu'on va payer une seule fois au mois de septembre, ou les décos de Noël par exemple, évidemment, qu'on n'achète pas tous les mois, mais à un seul moment de l'année. Tout ça doit aussi être intégré dans un budget, aussi précis soit-il, et évidemment pas seulement les choses récurrentes, parce que toutes ces dépenses qui ne sont pas récurrentes, en réalité, représentent bien plus d'argent que ce qu'on croit. Autre chose que je vois les gens faire, c'est oublier certains postes de dépenses dans leur budget, qui pourtant ont un réel impact à la fin de l'année, et je pense notamment à un budget que la plupart des gens oublient systématiquement, les cadeaux. Si vous imaginez que vous faites 2 cadeaux par proche chaque année, un pour Noël et un pour l'anniversaire. Donc après, vous définissez qui vous considérez comme proche et à qui vous offrez 2 cadeaux par an. Plus évidemment, les cadeaux quand on est invité, alors ça peut être invité à un dîner, invité à un mariage, invité à une soirée, invité à un anniversaire, invité à participer à une cagnotte, invité à un enterrement vie de jeune fille, etc., etc. Les cadeaux de remerciement pour services rendus, je ne sais pas, par exemple, moi j'offre des cadeaux à ma voisine qui s'occupe régulièrement de mon petit chat quand je ne suis pas là. Et donc il est très courant chez les personnes que j'accompagne ou chez les personnes avec qui j'interagis dans le cadre de Richissime, il est très courant que je vois que ce poste dépasse les 100 € par mois, mais qu'il n'est peu ou pas, quasiment jamais pris en compte dans un budget. Alors qu'on parle de 100 € par mois, voire évidemment beaucoup plus pour certaines personnes. Mais ajoutez toutes les occasions dont je viens de parler, celle où vous dépensez 15 € pour un bouquet de fleurs, celle où vous dépensez 100 ou 150 € pour un cadeau d'anniversaire ou pour la contribution à la cagnotte de départ en retraite d'un collègue, et voyez que vous vous rendrez compte que votre budget cadeau dépasse probablement assez rapidement les 1000 € par an, et donc avoisine ou dépasse largement les 100 € par mois. Autre erreur que je vois faire dans les budgets, c'est ne pas inclure ses projets dans un budget, mais n'inclure que les charges, les postes de dépenses. Vous voulez vous offrir un stage de voile pour vos 40 ans, ça doit figurer dans votre budget. Vous prévoyez de vous marier, oui j'espère, de vous marier, mais la demande n'a pas encore été faite, ça ne serait peut-être tardé. Pourquoi attendre pour commencer à le faire apparaître dans votre budget et donc à commencer à mettre de l'argent de côté? Vous voulez remplacer le portail de votre maison, où vous savez que c'est une dépense que vous allez devoir prévoir pour les 5 prochaines années. Qu'est-ce que vous attendez pour commencer à le mettre dans votre budget? Mettez tout dans votre budget. Comme ça, le jour où vous avez, je sais pas, par exemple, une prime de 10 000 €, vous savez exactement comment va se répartir votre prime. Vous allez en mettre un petit peu, soit tout sur un projet, soit un petit peu sur ces différents projets. Je vois en réalité plein de gens se dire, je me l'achèterai avec ma prime en fin d'année, donc ça, je me l'achèterai avec ma prime, et puis ça, je me l'achèterai avec ma prime, et puis ça, je me l'achèterai avec ma prime. Puis à la fin, en fait, il y a tellement de choses qu'on prévoit de s'acheter avec
avec sa prime de fin d'année, qu'en réalité, il faudrait 3 ou 4 primes pour pouvoir s'acheter tout ce qu'on a prévu de s'acheter à la fin de l'année. Parce qu'encore une fois, le cerveau a pensé que ça passait, mais quand on met les choses dans un budget, ça ne passe pas avec la dite prime qu'on touche à la fin de l'année. Je vous parle de prime, mais évidemment c'est valable avec les revenus réguliers qu'on touche et pas nécessairement avec les revenus complémentaires. Autre chose que je vois, c'est le manque d'anticipation ou le manque de provision faite financière concernant ce qu'on va appeler les imprévus. En réalité, la plupart des imprévus sont largement prévisibles. Par exemple, si vous avez une voiture, il y a 100% de chance, 100% je dis bien, que vous ayez à subir un imprévu un jour. Même si votre voiture est neuve, même si vous comptez la revendre dans 1 an ou 2, donc dans ces cas-là, c'est peut-être pas 100%, mais c'est un peu moins. Mais vous avez une voiture, il y a quasiment 100% de chances que vous ayez un jour à faire face à un quelconque imprévu. Ça peut être un petit imprévu, ça peut être un très gros imprévu. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre voiture, de son kilométrage, de son état et du temps que vous voulez la garder. Alors, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas un budget d'entretien de la voiture ou d'imprévu lié à la voiture dans votre budget? Vous avez des parents qui sont un peu vieillissants, et bah, guess what? Il y a 100% de chances que cette situation ait un impact financier sur vous à un moment donné, que vous ayez à aider, alors, soit parce que vous avez à aider financièrement directement vos parents, soit parce que ça va nécessiter peut-être que vous fassiez plus souvent des allers-retours pour aller les voir, notamment s'ils sont pas tout à fait à côté de chez vous, et donc, qui dit plus de déplacements, dit aussi plus de frais. Vous avez un investissement locatif, vous avez un bien que vous louez actuellement, il y a 100% de chances de faire face aussi à un imprévu. Une chaudière à remplacer, des frais de copropriété qui augmentent ou des nouvelles charges qui sont votées par l'Assemblée des copropriétaires, etc. Vous devez le prévoir. Et il n'y a pas que les charges courantes qui sont réelles, il y a aussi les charges exceptionnelles, y compris celles sur lesquelles vous n'avez pas encore de visibilité, mais sur lesquelles vous pouvez tout à fait vous dire, la probabilité que ça arrive un jour, elle existe, elle est réelle. Donc, pour la plupart, à mon sens, des imprévus sont prévisibles. C'est pareil. Évidemment que je ne sais pas quand est-ce que ma machine à laver va tomber en panne. Ma machine à laver, elle a 8 ou 9 ans, je crois. Donc, la probabilité que j'ai à remplacer cet électroménager est forte. Donc, est-ce que je ne devrais pas aussi me constituer une réserve quelconque qui dit les pannes, voilà, gérer les pannes, gérer les imprévus sur l'électroménager dans ma maison ou de manière plus globale, réparation, entretien, panne liées à ma maison ou les équipements que j'ai. Ça pourrait tout à fait faire l'objet d'une poche dans votre budget qui sont les prévisions pour ce genre de choses. Et pour les vrais imprévus qui coûtent très cher, et je pense notamment à tous les imprévus de santé, ceux qui vous invalident temporairement ou durablement, eh bien écoutez, il y a des assurances qui sont faites pour ça. En gros, tous les risques et les imprévus qu'on ne pourrait décemment pas assumer financièrement, eh bien c'est aussi pour ça que des assurances existent pour pouvoir nous aider à y faire face si jamais ça arrive, parce que là il n'y a pas 100% de chance que ça arrive. Par contre, si ça arrive et quand ça arrive, il est rare qu'on soit particulièrement prêt à ce genre de situation. Donc quand votre budget sera vraiment exhaustif et qu'il intégrera notamment toutes ces choses dont je viens de parler, là vous aurez un bon niveau de clarté sur la façon sur ce à quoi votre argent va servir, mais pas avant d'être allé au bout de l'exercice. Principe numéro 3 d'un budget qui est utile et qui marche, on a toujours plus d'envie que d'argent. Les gens détestent les budgets, entre autres, parce qu'au final, les budgets disent tous la même chose, on a tous plus de choses à financer que d'argent pour les financer. Souvent, le constat quand on fait un budget, c'est « j'ai pas assez d'argent pour faire tout ce que j'ai envie de faire ». Si je mets absolument toutes mes obligations et toutes mes envies de manière exhaustive, comme on vient le voir, à court, moyen et long terme dans mon budget,
il y a grande chance que je m'aperçoive que j'ai pas assez d'argent pour tout faire, voire même que ça va prendre très longtemps, parce que j'ai peut-être pas d'argent là, tout de suite, maintenant, mais j'ai quand même une capacité à augmenter mes revenus ou à épargner davantage, en tout cas sur le long terme. Mais peut-être que la triste réalité, c'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte que ça va prendre plusieurs décennies avant d'arriver aux projets qui sont les vôtres. Mais ça, c'est pas la faute du budget. C'est ça le problème. C'est qu'on croit que on évite le budget parce qu'on croit que c'est la faute du budget si on se rend compte qu'on n'a pas assez d'argent pour faire tout ce qu'on aimerait faire. Le budget ne fait que refléter une réalité, c'est vous qui l'avez construit, c'est vous qui avez mis des intitulés, c'est vous qui avez mis des chiffres dedans, ça parle de vos ambitions. D'ailleurs, quand on regarde un budget, on devrait être capable ça devrait nous correspondre. Mon budget et le budget de mon voisin devrait pas être le même. On regarde mon budget, on comprend quelles sont mes aspirations, on comprend quels sont mes projets, on comprend quel est mon lifestyle en regardant mon budget. Donc c'est très personnel. Mais ce n'est pas la faute à mon budget si je n'ai pas l'argent pour tout faire. Il y a une dissonance plus ou moins grande entre nos envies et nos aspirations et l'argent qu'on a pour les financer. Le budget n'est ni bon, ni un mauvais bougre. Il est juste là pour nous ouvrir les yeux. C'est à nous de décider si on veut que cette réalité, la réalité de la dissonance entre nos envies et notre situation financière, c'est à nous de décider si on veut que cette réalité, si on veut la voir en face et comment on veut utiliser du coup nos ressources personnelles, notre argent mais aussi nos autres ressources, notre temps, notre force, nos capacités, nos compétences, notre intellect. Comment on veut utiliser ces ressources pour peut-être modifier cette réalité dans un avenir plus ou moins proche et faire en sorte que nos envies soient plus en adéquation avec nos finances ou que nos finances soient plus en adéquation avec nos envies. En réalité, le budget présente les faits. Ce sont les hommes et les femmes qui prennent les décisions. Ce qui m'amène à mon point suivant. Si vous avez suivi, ça doit être le point numéro 4. C'est vous qui décidez. C'est pas le budget. Le budget ne décide jamais. Le budget présente des chiffres, mais le budget ne décide pas, ne dicte pas une conduite. C'est vous qui décidez. Certains n'aiment pas les budgets parce que derrière un budget, il y a une vérité, comme je viens d'en parler, parfois difficile un peu à intégrer. Une fois que vous avez un budget, vous ne pouvez plus faire l'autruche sur votre situation, sur cette fameuse dissonance qu'il y a entre vos aspirations et vos moyens, vos ressources financières. Donc vous êtes obligé de voir que si vous souhaitez dépenser de l'argent qui n'était pas prévu, cet argent devra être pris quelque part, et pris ailleurs, et pris sur d'autres besoins, d'autres envies. Ça s'appelle l'arbitrage. Et certains vivent ça comme une réelle privation. Et donc vont un peu mettre ça sur le dos du budget. C'est la faute au budget. Le budget me restreint, me serre la ceinture, me prive. Et donc on fait un espèce de raccourci. C'est le budget qui va me mettre sous cloche. Je ne pourrai plus faire ce que je veux faire, je vais devoir me serrer la ceinture, la faute au budget. Mais qu'on soit bien clair, le budget ne fait rien de tout ça, ça n'est pas sa faute. C'est vous qui décidez ou non de voir que toutes vos envies ne sont pas finançables et c'est à vous d'accepter cette réalité afin d'y apporter des solutions si vous avez envie d'y apporter des solutions. À court terme, la solution c'est d'apprendre déjà à arbitrer ses dépenses. C'est-à-dire, au lieu de faire l'autruche comme je pourrais le faire d'habitude, c'est de me dire, ok, si j'habille Paul, je déshabille Jacques, par exemple. En fonction de votre situation, ça peut aussi impliquer des choix un peu plus drastiques pour faire en sorte que effectivement ça colle à vos priorités, comme par exemple déménager, vendre votre maison, aller vivre dans un endroit plus petit, un endroit moins cher, etc. À moyen et long terme, les solutions pour pouvoir trouver un peu plus de flexibilité dans vos finances, peuvent consister aussi à augmenter vos revenus en trouvant des stratégies pour le faire. Augmenter vos revenus dans votre job ou dans votre activité aujourd'hui ou vous créer des revenus complémentaires. Là encore, c'est vous qui décidez de maintenir ou non une situation qui ne vous convient pas. Une fois que vous avez constaté la réalité, c'est encore une fois cette différence qu'il y a entre vos envies
et votre argent, c'est vous qui décidez de maintenir ce statu quo ou de faire évoluer la situation pour qu'elle vous convienne mieux. Si vos amis vous proposent de partir en vacances avec eux cet été et que vous voyez que leur budget est bien supérieur au vôtre, c'est votre responsabilité d'accepter et de trouver de l'argent. Premier scénario, j'accepte de partir en vacances et donc je trouve l'argent, ou de prendre l'argent sur un autre poste, par exemple de dépenses que vous jugez, que peut-être jusqu'alors vous jugiez un peu plus prioritaire, mais que du coup, qui va vous amener à revoir vos priorités, ou par exemple de décliner, ou peut-être aussi d'engager une discussion avec vos proches pour leur faire part de vos souhaits, de vos situations et trouver des solutions ensemble, peut-être pour partir quand même en vacances, mais sur la base d'un budget un peu plus réduit ou d'une répartition des dépenses qui serait pas tout à fait égalitaire, mais plus équitable. C'est vous et toujours vous qui décidez, c'est vous qui avez la main. Votre budget ne vous restreint pas. Je n'ai pas dit qu'à cause de votre budget, vous ne pouviez pas partir en vacances, vous ne pouviez pas dire oui à vos amis. Vous pouvez exactement leur dire ce que vous voulez, mais vous le faites en toute connaissance de cause. Ce qui crée ce sentiment de restriction, c'est d'avoir de la clarté sur la dissonance qui peut exister entre vos ressources financières et vos ambitions. Ça, c'est frustrant, mais ça n'est pas le budget en soi qui va créer cette frustration, c'est de voir la réalité en face. Autre point important, qui à mon sens est la clé d'un budget utile et parfaitement réussi, qui est susceptible de changer votre vie. Et c'est je pense que je me suis trompée, mais ça doit être le cinquième point. Le budget n'est pas une science exacte. Je pense que vous vous en êtes rendu compte, mais c'est important de le redire. Parfois, on me dit, mais ça sert à rien de faire un budget, parce que de toute façon, mes prévisions sont toujours fausses, le budget ne colle jamais à la réalité. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, ça va être incroyable, mais c'est normal. Budgéter, c'est un exercice de planification. Je décide par avance de là où je veux mettre mon argent. Mais sauf qu'entre mes souhaits et ce qui va se produire, la réalité, il y a quelque chose qui s'appelle la vie. Et grâce à la vie, mes projections ne sont jamais exactes. Je dis bien jamais au centime près, ce que j'ai prévu de faire avec mon argent va correspondre à ce qui se passe en réalité une fois que le mois se sera déroulé. Je dois sans cesse ajuster, réajuster, arbitrer différemment, changer de fusil d'épaule, etc. Et ça, c'est parfaitement normal. Et donc, les personnes qui pensent que un bon budget, c'est un budget qui ne déroge jamais à ce qui a été prévu, se mettent forcément dans une situation d'échec dès le départ, puisque vous pensez qu'à partir du moment où prenez une décision, où il se passe quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous aviez prévu, ça vaut le coup de tout foutre à la poubelle. Donc ça, c'est une grave erreur de ne pas se rendre compte que ça ne marche pas comme ça. Vos envies, donc la vie, le mot me vient en anglais, mais takes place. Donc, la vie se déroule sous vos yeux. Vous changez, vous évoluez, vos envies changent, vos priorités changent. Quand, par exemple, je suis tombée enceinte, évidemment que mes priorités financières ont changé. Si une amie m'appelle et a besoin de moi, eh bien, je vais ajuster mes priorités. Parce que peut-être que c'est plus important pour moi que de passer un peu de temps avec elle, d'aller au restaurant ou d'aller la voir, que faire d'autres choses pour lesquelles j'avais prévu de mettre mon argent. Mais effectivement, j'avais pas prévu que mon amie m'appelle et m'annonce qu'elle divorçait ou je ne sais quoi aux caisses. Si la santé de mes parents se dégrade, bien sûr que, évidemment, là aussi, mes priorités vont changer et ça va donc se refléter sur mon budget. C'est parfaitement inutile de vouloir que tout colle à nos prévisions. C'est pas à ça que sert un budget. Le budget doit me permettre de savoir dans quelle mesure je peux réadapter mes plans en fonction des changements que je veux apporter ou que je dois apporter à ma vie. Ce qui m'amène là encore au point suivant, le point numéro 6, un budget se suit comme le lait sur le feu. Un budget, un vrai budget, un budget qui est utile et qui vous sert d'outil de planification et de prise de décision, n'est pas un exercice qu'on fait 1 ou 2 fois par an. C'est un outil de pilotage au quotidien. J'y consacre à titre personnel 3 fois 15 minutes à peu près dans le mois
et un peu plus quand j'ai des gros changements à y apporter, ou voilà, quand je veux préparer des changements dans ma vie, où j'ai besoin de revoir vraiment plus en profondeur mes arbitrages. Puisque mon budget est censé m'aider à prendre des décisions, je dois avoir une vision claire de ma situation à tout moment. Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai décidé de consulter une graphiste pour faire évoluer l'identité de marque de Richissime. J'avais pas prévu de dépenser une telle somme dans mon budget professionnel. Et en fait, j'avais pas prévu de la dépenser maintenant. En vrai, non, j'avais pas prévu tout court de faire cette dépense, donc je l'avais pas mis dans mon budget. Dans le même temps, je me suis rendu compte que j'avais alloué un budget équivalent au devis que m'a fait au montant de la prestation de cette graphiste. J'avais à peu près alloué un budget équivalent sur d'autres choses, et en l'occurrence ma formation de conseiller en gestion de patrimoine, qui est censée normalement débuter au mois d'avril, mais sur laquelle j'hésite à débuter au mois d'avril ou au mois d'octobre. Parce que je sais pas si je me sens totalement de débuter cette formation en même temps que l'arrivée du bébé, et que je sais pas si je suis prête, donc je me laisse la possibilité du coup d'avoir cette flexibilité. Donc concrètement, j'ai cette flexibilité. Si je travaille avec cette graphiste, je peux prendre le budget que j'avais pour le mois d'avril et donc travailler avec cette graphiste, et puis ça me laisse 6 mois de plus pour reconstituer ma trésorerie et donc commencer effectivement cette formation en octobre plutôt qu'en avril. C'est pas une décision facile, parce qu'à partir du moment où je décide de travailler avec la graphiste, ça veut dire que je mets une croix totale au fait de éventuellement démarrer ma formation de conseiller en gestion de patrimoine en avril. C'est pour ça que j'ai pas encore tout à fait pris ma décision, mais c'est le genre de décision que on peut être amené à prendre. À titre personnel, j'ai aussi eu quelques décisions à prendre, puisque ça c'est sur mon budget professionnel. Par exemple, pour maintenir le même train de vie avec l'arrivée du bébé, il me faut augmenter ma rémunération. Évidemment, si je veux maintenir le même train de vie alors que je vais avoir un enfant, fatalement, il faut que ma rémunération augmente. Et donc, comme je suis indépendante, j'ai le choix de pouvoir augmenter ma propre rémunération. En tout cas, si mes revenus me le permettent. Mais augmenter ma rémunération signifie aussi que je vais devoir payer davantage de cotisations sociales, donc sur ma société. Et ceci, du coup, à une période où je vais dans le même temps moins travailler, voire même arrêter de travailler, et donc avoir une baisse de revenus. L'autre option, c'est de revoir mon train de vie et de baisser les 2 postes de dépenses qui sont les plus compressibles dans mon cas, et c'est-à-dire les vêtements et les voyages. Donc il n'est plus question d'augmenter mes revenus, mais dans ce cas-là, il est question de baisser mes dépenses. En réalité, j'ai opté pour cette deuxième solution pour l'instant, parce que c'est ultra important pour moi de ne pas prendre des décisions au pif, et donc c'est réellement mon budget qui m'a aidé à prendre une décision, pour savoir quel aurait été l'impact d'une augmentation de rémunération. Et effectivement, si j'avais augmenté ma rémunération, je n'étais pas à l'aise pour financer toute ma période de congé de maternité sans rentrée de revenus. Là, je peux me permettre de financer toute ma période de congé de maternité en touchant aucun revenu nouveau. Donc, c'était un peu ce choix que j'ai eu à faire. Et le budget m'a aidé à faire ces choix, parce que je suis mon budget régulièrement, parce que je rentre mes dépenses régulièrement, parce que je les connais, parce que je suis toujours à jour et je suis ces choses-là, et donc je suis capable de faire des arbitrages éclairés assez rapidement. Pour autant, principe numéro 7, budget et spontanéité sont compatibles. Ça n'est pas parce que je suis une adepte de la planification financière, ce n'est pas parce que je fais des budgets, donc à titre personnel et à titre professionnel, que je ne m'autorise pas à être spontanée, qu'il n'y a pas une dose plus ou moins importante de spontanéité dans ce que je fais de mon argent, et donc ce que je fais de ma vie aussi. D'abord parce que dans mon budget, je peux prévoir des poches qui sont spécialement dédiées
à des imprévus que j'appelle les imprévus sympathiques. Tout ce qui est de l'ordre de l'élan de spontanéité. Les loisirs, les trucs qu'on a envie de faire au dernier moment, typiquement l'été par exemple, c'était pas prévu mais on part en week-end, c'était pas prévu mais on organise un barbecue avec des amis, etc., etc. Donc, je peux tout à fait me dire que j'ai par exemple en permanence 500 € de côté qui sont réservés pour être spontané, pour dire oui à un ou une amie qui me propose de partir en week-end quelque part, faire un week-end en amoureux, pour m'offrir quelque chose, etc., etc. Donc, en réalité, la spontanéité peut aussi être prévisible. Vous allez me dire, oh là là, mais c'est relou. Bah, évidemment, mais moi, je sais pas ce que je vais faire avec cette poche. C'est juste, en tout cas, j'ai une vraie disponibilité de mon argent si j'ai envie de faire quelque chose de totalement imprévu et spontané. D'autre part, comme c'est moi qui décide, évidemment, je peux décider que c'est plus important pour moi de sauter dans un train pour être avec ma sœur et célébrer quelque chose d'important avec elle, que d'offrir un cadeau de Saint-Valentin d'un montant équivalent à monsieur. Parce que je fais des arbitrages et donc j'ai le droit d'être spontanée, même si mon budget me disait, il y a X € qui est dédié à un cadeau de Saint-Valentin, et moi je vous dis, non, je change mes plans, je suis spontanée, parce que ça c'est plus important que ça, tout le monde comprendra si je l'explique bien. Et donc je suis là aussi dans la spontanéité. Le budget n'empêche pas d'être spontané dans sa vie. Et comme je peux réajuster à l'infini mon budget, je peux être aussi spontanée que je veux. Je peux d'autant plus l'être que ce qui doit être planifié est déjà bien prévu. Il y aura toujours des obligations, évidemment dans notre vie, y compris des obligations financières, donc plus je les ai dans ma ligne de mire, et plus je peux être spontanée avec le reste de ma vie. Et enfin, le dernier principe sur le budget que je voulais partager avec vous, qui devrait vous permettre de faire enfin un budget parfaitement utile, c'est que le budget, c'est pour tout le monde. L'une des plus grosses croyances que moi j'avais et aussi que je vois chez mes clients ou les gens qui me sollicitent, c'est que le budget, c'est pour les gens qui ont peu de ressources. En gros, le budget, c'est pour les pauvres. Les gens qui ont besoin de compter, et donc ça n'est pas pour les cadres, ça n'est pas pour les gens qui gagnent leur vie, qui gagnent confortablement, enfin qui gagnent des revenus confortables. J'essaye d'éviter d'utiliser la formulation gagner sa vie. Mais donc on est beaucoup à avoir cette croyance que le budget c'est pour les gens de peu de moyens et que les gens qui gagnent confortablement leur vie n'ont pas à faire de budget. Après tout, moi ce que je me disais à l'époque, c'est j'ai fait 5 ans d'études, c'est quand même pas pour compter mes sous. Désolée, mais en réalité si vous partez de ce principe-là, vous êtes vraiment très mal parti. Vous oubliez une chose fondamentale, c'est que plus on a d'argent, plus on a d'occasion de le dépenser, et donc plus on a d'occasion de le gaspiller. Oui, je sais, c'est incroyable. D'ailleurs, on était tous de bien meilleurs gestionnaires quand on était étudiant et qu'on avait beaucoup moins d'argent, et donc c'était beaucoup plus facile de décider où est-ce qu'on allait, de définir nos priorités, de décider ce qu'on allait faire de notre argent, que ça l'est aujourd'hui, qu'on gagne potentiellement 1 fois et demie, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et plus ce qu'on gagnait ou ce qu'on touchait quand on était étudiant. Quand je vois ce que j'arrivais personnellement à faire avec 3-4 fois moins d'argent à l'époque où j'étais étudiante, je me dis que j'ai finalement probablement gaspillé beaucoup d'argent sur l'autel de la soi-disant spontanéité et du plaisir instantané. Je gagne aujourd'hui à peu près d'ailleurs la même chose que dans mon dernier job salarié en 2017. Donc j'ai des revenus qui ont baissé et puis qui sont revenus au niveau de 2017. Sauf qu'entre-temps, mon argent a servi à me constituer un patrimoine de près d'1 million d'euros avec monsieur, de créer plusieurs business qui ont généré 1 demi-million d'euros en 2022, dont certains avec des revenus presque passifs, et de devenir libre financièrement à 35 ans, tout en continuant largement à voyager et à me faire plaisir. Avant, il y avait que le plaisir. En 2017 et avant, il y avait vraiment une part importante de mon argent qui était consacrée à me faire plaisir. Et pour des revenus un peu moins importants, voire équivalents, et toujours équivalents aujourd'hui, j'ai réussi à faire tout ça, construire un patrimoine et me faire plaisir dans le même temps.
Comme quoi, c'est possible et pour moi, ça, c'est la vraie richesse. Voilà pour aujourd'hui, j'espère évidemment vous avoir convaincu de vous intéresser à la planification financière, vous avoir convaincu du bienfait de vous intéresser à vos finances, de devenir investisseur de votre vie et pas juste consommateur de la vie, et vous aider, si vous voulez, à reprendre le pouvoir sur votre argent et votre vie. C'est quand même une des missions principales que j'ai avec Richissime. Si vous avez envie d'en savoir plus sur mes offres, notamment concernant le budget, vous pouvez vous rendre sur richissime.net ou sur mon Instagram en utilisant le lien qui est dans ma bio. Je ne vous détaille pas ici dans cet épisode mes offres parce que mes offres changent régulièrement et donc j'ai pas envie que le contenu de cet épisode et les informations que j'y donne deviennent obsolètes. Donc je vous laisse tout simplement aller consulter mon site pour savoir ce qui s'y passe. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.